Le 31 janvier dernier, la Grande-Bretagne a quitté officiellement l'Union européenne. Pour la petite histoire, retenez que c'est le 23 juin 2016, lors du référendum organisé par l'ancien Premier ministre David Cameron, que plus de 50% des Britanniques ont choisi de quitter l'Union européenne. La Grande-Bretagne serait donc le deuxième plus grand investisseur en Afrique avec près de 35 milliards d'euros. Qu'est-ce que l'Afrique peut gagner du Brexit? Qu'est-ce qui va changer dans les relations entre la Grande-Bretagne et l'Afrique? Autant de questions que nous allons aborder ce soir avec l'ambassadeur Guy Nestor Itoua, ancien ministre conseiller et chargé d'affaires à l'ambassade du Congo auprès du Royaume-Uni avec résidence à Paris. Bonsoir monsieur l'ambassadeur. Bonsoir monsieur Bouranga. Et bienvenue une fois de plus dans cette émission. Merci beaucoup. Bonsoir à vous et bienvenue à vous dans cette émission, Le Diplomate, Club des Nations. Le Brexit est un néologisme qui est une abréviation du British Exit, l'expression qui désigne la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne. Alors, comment nous en sommes arrivés à ce divorce? Merci M. Bourangan d'avoir déjà donné une bonne partie de l'explication de ce que c'est que le Brexit. Et ce que je peux ajouter, c'est que le Brexit, c'est un choix souverain que les Britanniques ont fait de sortir de l'Union européenne. Un choix qui peut être stratégique et qui va permettre au pays de se repositionner sûrement sur la scène internationale. Donc il n'est peut-être pas question pour nous aujourd'hui de dire oui ou non, le Brexit est une bonne chose ou pas. Mais je pense que c'est un choix souverain que le pays a fait. C'est un choix souverain, mais est-ce qu'on peut revenir un tout petit peu? Comment nous sommes arrivés à ce Brexit? Ce choix pour le Brexit, que ce soit du côté des dirigeants comme de la population britannique, a des motivations. Ce choix a sûrement des motivations et parmi lesquelles on peut prendre un aspect, par exemple les questions d'emploi. Bon, vous savez que aujourd'hui l'Union européenne est un grand espace et qui a accueilli beaucoup de nouveaux pays depuis quelques années. Les ressortissants de ces pays circulent facilement dans l'espace, donc y compris en Grande-Bretagne, par exemple, et dans le monde du travail, pour ceux de ces ressortissants venant des nouveaux pays qui ont adhéré à l'Europe, sont aussi à la quête, par exemple, de l'emploi. Et arriver à Londres ou, disons, dans le pays, de façon générale, ils trouvent des opportunités de travail. Mais ce n'est pas seulement des opportunités de travail pour eux qui sont à la recherche du travail, mais aussi des opportunités de travail pour les employeurs, en ce sens que les employeurs trouvent en cette main-d'œuvre-là une opportunité. Pourquoi? Au lieu de payer par exemple à un Anglais 10 livres de l'heure, il va payer à ce ressortissant européen la moitié. Donc du coup, le choix est clair, ça crée des bouleversements. Donc ça pousse et les dirigeants et les populations à réfléchir. Hein? Et surtout, les réflexes vont aller vers les frontières. Les équilibres sont bousculés. Parce que la conséquence de cela, c'est quoi? Ça veut dire que le Britannique va perdre l'emploi au profit de l'autre Européen qui a aussi des droits dans l'espace. Il doit profiter de tous les droits communautaires en matière de travail, par exemple. L'espace Schengen ne concerne pas les pays qui sont déjà membres de l'Union européenne. Là, il y a une différence. Si vous voulez simplement évoquer la dimension consulaire en termes de libre circulation des personnes et des biens,
ne concerne pas les ressortissants des pays membres de l'Union européenne parce qu'ils sont déjà à l'intérieur de l'Union. Donc la libre circulation des personnes et des biens à ce niveau-là est garantie. Donc ça, ce n'est pas un problème. Mais est-ce qu'aujourd'hui, les Britanniques peuvent se satisfaire d'être sortis dans l'Union européenne? Je pense que il est encore tôt de faire une appréciation dans ce sens-là, si les populations ou le pays peut se satisfaire de sa sortie de l'Union européenne ou pas. Mais les problèmes, je crois que là, on a juste évoqué une dimension, mais il peut y avoir d'autres préoccupations. Mais si on ne prend que cette dimension, par exemple, je crois que les Anglais commençaient à avoir peur. Vous savez, perdre l'emploi, c'est quelque chose de très très délicat. Parce que l'employeur, l'investisseur, il n'a qu'une seule chose dans sa tête, c'est le capital, c'est la capitalisation du profit. Donc s'il trouve une main-d'œuvre très bon marché et qui peut lui faire le travail comme il se doit, le choix est clair. Exactement, le choix est clair. Donc, monsieur l'ambassadeur, on aimerait bien revenir sur le thème qui nous concerne. Le 20 janvier dernier, la Grande-Bretagne a tenu son premier sommet sur les investissements en Afrique. Aujourd'hui, 21 pays africains ont été représentés, dont 16 par leur chef d'État. Qu'est-ce que l'Afrique peut gagner du Brexit aujourd'hui? Il y a eu ce sommet Royaume-Uni-Afrique et qui intervient juste quelques jours avant la date de sortie du pays de l'Union européenne. Et c'était quoi le thème de ce sommet? C'était un sommet sur les investissements. Et voilà pourquoi j'étais en train de vous dire que le pays est sûrement en train de se repositionner sur la place internationale. Le pays cherche à gagner peut-être une nouvelle influence dans la diplomatie internationale, en invitant l'Afrique, comme les autres aussi l'ont fait par le passé, parce qu'on sait que l'Afrique est une nouvelle frontière. On sait que l'Afrique est un continent d'avenir. J'aime dire l'Afrique est un pays d'avenir. Et les thèmes développés pendant ce sommet, c'était des thèmes clairs. Et quand on sait que la Grande-Bretagne est un pays qui excelle dans certains domaines, le secteur de la finance est un secteur très florissant en Grande-Bretagne. Les nouvelles technologies, ou les technologies de façon générale, et peut-être même l'éducation. Donc il revient à l'Afrique qui a eu cette occasion de rencontrer un partenaire, je dirais un nouveau partenaire. Parce qu'en ce moment, la Grande-Bretagne est en train de redevenir un nouveau partenaire. Parce que les démarches à l'international, les possibilités de coopération que la Grande-Bretagne va avoir avec les puissances étrangères ne seront plus les mêmes que quand la Grande-Bretagne était à l'Union européenne. Parce que là-bas, il y a beaucoup de secteurs d'activité qui étaient communautarisés. En sortant de l'Union européenne, la Grande-Bretagne gagne beaucoup en termes de souveraineté et même de liberté de pouvoir mener des démarches à l'international avec d'autres partenaires, avec d'autres puissances étrangères. Mais ce qui interpelle plus les Africains, aujourd'hui, l'Afrique est devenue le continent de l'avenir, où chaque puissance organise un sommet pour l'Afrique. Comment doit négocier l'Afrique envers ses différents partenaires? Je pense que l'Afrique aujourd'hui est un continent qui s'organise très bien, que ce soit à Addis Abeba où siège l'Union africaine ou au niveau de chaque pays. Et je crois que certainement vous avez suivi les conclusions du dernier sommet de l'Union africaine, le 33e sommet de l'Union africaine. Vous voyez les mutations qui s'opèrent par exemple dans le NEPAD qui n'était qu'une simple initiative africaine. Aujourd'hui, le NEPAD devient une agence de développement.
Donc l'Afrique est en train de se structurer, de se prédisposer à la coopération internationale avec les autres puissances. Dans la Grande-Bretagne, qui est une puissance non négligeable sur la place internationale. Donc il dépendra de l'Afrique de voir comment organiser son cahier des charges et pour le présenter à des partenaires comme la Grande-Bretagne. Exactement, c'est un nouveau partenaire qui verra comment s'organiser. Est-ce qu'on peut dire que la Grande-Bretagne peut peser comme la Chine aujourd'hui en Afrique qui investit énormément? La Grande-Bretagne peut peser en Afrique. Peut-être que la Grande-Bretagne a déjà pesé aussi en Afrique. Vous savez que, par exemple, le budget de l'Union africaine, il y a une importante participation des partenaires étrangers dans l'Union européenne. Voilà. Et donc, si on parle de l'Union européenne, ça peut nous renvoyer à la Grande-Bretagne, qui en était membre, donc qui contribuait. Aussi, la Grande-Bretagne était un des grands contributeurs de l'Union européenne. Leur sortie de l'Union européenne affecte aussi le budget de l'organisation. Donc, incidemment, ça peut secouer aussi l'Union africaine en tant que telle. Ouais. Mais sinon, la Grande-Bretagne, qui est déjà un grand partenaire de l'Afrique, peut renforcer sa coopération avec l'Afrique. Je ne pense pas qu'il soit besoin de faire une comparaison entre la place de la Chine ou la place des autres partenaires en Afrique. Je pense que l'Afrique, c'est un continent où il y a de la place pour tout le monde. Et l'Afrique est en train de s'organiser pour bien travailler avec ses différents partenaires. Autant d'intérêt pour l'Afrique, parce qu'évidemment, l'Afrique, comme nous le savons, est une nouvelle frontière. Il y a beaucoup de domaines de coopération auxquels l'Afrique reste prédisposée. Aujourd'hui, l'Afrique a besoin de quoi? D'abord, principalement, les infrastructures. Et on a besoin des partenaires qui ont des technologies capables de se mettre ensemble avec nous pour développer ces infrastructures, tous secteurs confondus. L'Afrique a par exemple besoin de développer son réseau énergétique. Donc là aussi, on a besoin des partenaires qui peuvent nous apporter ou les technologies ou les moyens financiers nécessaires pour développer ce réseau. L'Afrique a besoin de renforcer la qualité de l'éducation de ses filles et fils. Là aussi, on peut avoir besoin des partenaires qui peuvent venir se mettre ensemble avec nous pour travailler dans ce sens. Donc, il y a beaucoup de choses à faire. Tout récemment, l'Afrique a signé un important accord qui aujourd'hui est entré en vigueur, qu'on appelle l'AZLECA, la zone de libre-échange continentale africaine. Et comme ce que l'on disait du NEPAD, l'AZLECA aussi est en train de se structurer. Au sorti d'Addis, au 33e sommet de l'Union africaine, l'AZLECA a été dotée d'un secrétaire général. Donc c'est toute une administration, c'est une institution qui s'organise, qui se met en place et qui formalise son contenu. Alors donc pour la sortie de la Grande-Bretagne de l'Union européenne, parmi les causes, on peut dire que c'était aussi l'immigration. Oui, la Grande-Bretagne peut aussi compter parmi les pays qui ont les meilleures politiques en matière d'insertion des populations étrangères, des populations qui ne viennent pas de l'espace communautaire. Donc une fois intégrées, ces populations jouissent de beaucoup de droits, surtout en matière de travail. Mais je pense que les migrations existent depuis que ce monde existe. Aujourd'hui, vous avez des grands pays qui se sont bâtis
les grandes puissances qui se sont bâties à partir des migrations. Dans toutes les parties du monde. On ne peut pas imaginer un pays ou tout un continent sans migration. Si vous allez même chez nous, en Afrique, vous faites la côte Est, donc du côté de l'océan Indien, des pays de l'Afrique de l'Est qui sont sur la côte, jusqu'en Afrique australe, vous avez encore des symboles des migrations qui sont encore très présents, même dans la structure démographique des pays. Donc c'est pour dire que les migrations, dans le passé comme aujourd'hui, jouent un rôle dans le développement des pays. Je sais, peut-être que vous voulez évoquer ce qui se passe sauvagement au niveau de la Méditerranée. Mais cela n'est que la conséquence d'une situation ou d'un ensemble de situations antérieures. Et là, on doit se poser la question, ensemble, entre l'Afrique et les autres parties, qu'est-ce qui a fait que nous en arrivions là? Et qu'est-ce qu'il faut faire? Et ensemble, nous mettons en place des mécanismes pour organiser maintenant ces migrations, pour ne plus qu'elles se déroulent sauvagement comme on le voit aujourd'hui. Parce qu'il y a des phénomènes qu'on ne peut pas arrêter dans l'existence des nations. Et les migrations font partie de ces phénomènes. Même si aujourd'hui on dit non, on ferme les frontières, au regard de la structure démographique du monde, si on n'a pas besoin de l'Africain aujourd'hui, il y aura un jour où on aura besoin de l'Africain quelque part. Il y a eu des époques où on a eu besoin des Africains, ce n'était même pas un besoin normal. On a forcé les Africains à ces migrations. Là, il n'y avait pas de problème. C'est seulement maintenant que ces migrations deviennent un problème. Mais croyez-moi, ces migrations seront une solution demain. Étant donné que cet aspect a été évoqué au cours du sommet UK-Afrique, est-ce qu'on peut dire que c'est un aspect assez stratégique dans le nouveau partenariat entre l'Afrique et la Grande-Bretagne? Je pense que tout dépendra de nous, Afrique, tout dépendra de notre cahier de charges. Il existe déjà ce cahier de charges. Il suffira simplement de l'adapter à la nouvelle donne, donc au nouveau partenaire qu'est le Royaume-Uni, la Grande-Bretagne. Donc ça dépend de l'Afrique. Comment on doit présenter nos dossiers de coopération avec ce nouveau partenaire. Donc ça veut dire que l'Afrique va en négociation en position la plus confortable possible. Il ne faut jamais imaginer d'aller en négociation dans une position de faiblesse parce qu'on perd d'avance. Voilà. Donc quand nous allons négocier avec nos partenaires, quels qu'ils soient, il faut qu'on sache ce que nous devons tirer de ces négociations. Il faut que la négociation nous emmène à faire que l'Afrique permette à l'Africain de se réaliser, d'abord en Afrique et puis ailleurs. C'est ça. Dans chaque négociation, nous devons savoir tirer parti de la négociation pour que l'Africain puisse se réaliser en Afrique et ailleurs. Monsieur l'ambassadeur, nous sommes presque vers la fin de l'émission. Avez-vous quelque chose d'autre à ajouter de tout ce qu'on a pu dire sur le Brexit et l'impact du Brexit en Afrique? S'il y a une chose que l'on peut dire, aujourd'hui on a assisté à la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne et c'est pas
quelque chose que nous imaginons par exemple au niveau de l'Afrique. C'est vrai que ça peut arriver, il est déjà arrivé, des situations un peu difficiles au niveau de l'Union africaine, mais c'est parce que nous imaginons. Notre Afrique que nous imaginons, c'est une Afrique unie, cohérente, du Caire au Cap, et capable de parler d'une seule voix en matière de négociation avec les partenaires étrangers pour le développement, pour la paix et pour la sécurité du continent. Maintenant, il nous revient à nous, dans le cadre de ces objectifs, de mener des démarches auprès des pays, comme on le disait, comme la Grande-Bretagne, qui aujourd'hui ou demain sera un nouveau partenaire pour une coopération beaucoup plus structurée et mutuellement avantageuse. Je pense que les préoccupations de l'Afrique sont connues. On parle toujours des infrastructures à développer, on parle de l'énergie, on parle du développement industriel, on parle de l'éducation et de bien d'autres sujets. Mais dans tout ça, c'est à l'Afrique de bien organiser son cahier de charges, de bien le présenter aux partenaires pour que le continent, dans la négociation, pèse suffisamment, pèse conséquemment afin de mieux atteindre ses objectifs. Merci beaucoup. Donc c'est par ces mots que nous mettons un terme à cette émission. Nous avons reçu dans cette émission l'ambassadeur Guy Nestor Itoua, ancien ministre conseiller et chargé d'affaires à l'ambassade du Congo auprès du Royaume-Uni, avec résidence à Paris. Avec lui, nous avons parlé du Brexit, mais pas seulement. Nous avons parlé de l'impact du Brexit en Afrique, des relations que doivent avoir l'Afrique avec son nouveau partenaire qui est le Royaume-Uni. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez branchés sur Télé Congo, la chaîne nationale.